One, two, three, funk it. Bienvenue sur Exclusive, le podcast des cyber TDS. Merci de me rejoindre sur ce format afin de parler de l'univers des webmodèles, créatrices et créateurs de contenu pour adultes. On parle ici d'expériences de vie, de tips entre collègues, de bien-être, de culture, d'events, d'émancipation et bien d'autres sujets dans un espace safe. Moi c'est Nilan, je suis camgirl depuis 6 ans et dans cet épisode, on va parler de misandrie, de misogynie et de la dimension politique qu'il y a autour de la performance artistique entre autres. Je vous propose une écoute avec une personnalité flamboyante, émancipée, bien décidée à proclamer sa queerness au monde. Lady Rochester, bienvenue et encore merci de venir partager ton expérience. Je suis très heureuse d'échanger avec toi sur ton parcours et tes passions. Pour commencer, je vais te laisser te présenter dans les grandes lignes. Je m'appelle Lady Rochester, je m'appelle aussi Lexi la misandrie. Et je pense que si vous tapez tout ça sur Google, vous devriez trouver. Je suis sur TikTok, sur Instagram. Je suis aussi sur Twitter, j'ai un canal Telegram et j'ai des plateformes pour adultes que vous pouvez retrouver si vous tapez dans Google ladyrochester.bio. Alors moi j'ai fait beaucoup de choses. J'ai d'abord travaillé depuis que j'ai 18 ans parce que je devais travailler en même temps que mes études. J'ai travaillé dans divers domaines, notamment dans la vente, dans le tourisme. J'ai aussi travaillé dans l'éducation nationale. Donc, j'ai été guide touristique, surveillante dans un lycée. J'ai aussi travaillé dans un magasin pour adultes, dans un sex shop. Et c'est à partir de là que ensuite j'ai quitté le sex shop pour devenir TDS. Et du coup, dans quelle catégorie du TDS tu exerces actuellement ? Alors actuellement, je suis Domina et Camgirl principalement. Donc moi, je vais surtout travailler sur les sites de live, sur les cams, sur tout ce qui est en fait contact client direct. J'ai également des plateformes type Mime et OnlyFans, mais c'est vrai que c'est pas ma source de revenus principale. Ça va faire 1 an que je fais du TDS, mais ça fait quelques années que je m'intéressais déjà au milieu, notamment parce que je suivais beaucoup de créateurs et créatrices de contenu, notamment sur Instagram, et que par la suite j'ai eu plusieurs amis TDS. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément franchi le pas de faire ce métier-là moi-même avant il y a 1 an. Et pourquoi t'as décidé de franchir le pas ? Alors en fait, j'ai été dans une entreprise qui m'a pas super bien traitée, notamment au niveau du slut-shaming, du body-shaming, qui utilisait la fausse bienveillance pour plutôt avoir un esprit d'équipe et qui était vraiment en mode non mais t'inquiète pas, on sait que t'es TDAH, neuro-A et que tu as tes valeurs et tes idées, on le respecte, mais quand même il faut que tu fermes ta bouche. Donc il y a forcément un moment où ce n'est plus passé et où j'ai trop ouvert ma bouche et que du coup eux ça ne leur a pas plu. Et du coup ils ont fini par me demander gentiment de partir, sauf que moi j'avais pas du tout de projet prévu à l'époque. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment pour faire du BDSM et de la domination mon travail, parce que c'est une branche de la sexualité, le BDSM, la domination, etc., qui me passionne de base. Et je voyais que ça me passionnait de plus en plus quand j'étais au sex shop et que je conseillais les gens par rapport à ce genre de pratique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire moi en fait pratiquer ce genre de choses et pas forcément conseiller les gens pour leur vendre des produits, mais plutôt pour leur vendre des services. Tout à l'heure, tu parlais de fausse bienveillance de la part de ton employeur. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu as des valeurs que tu défends ? Oui, moi je pars du principe que mon métier est politique et j'essaye au maximum de défendre les valeurs qui me tiennent à cœur avec ce métier-là, avec ce corps de métier-là. C'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui préfèrent ne pas politiser leur métier quel qu'il soit, mais personnellement je trouve que faire du TDS ça a quand même une résonance assez politique et assez engageante. Du coup, l'une de tes valeurs, ça pourrait être ? Typiquement, j'ai envie de prôner l'égalité, j'ai envie que les gens se sentent safe avec moi, j'ai envie de prôner pour le coup de la vraie bienveillance. Et pour moi, c'est un red flag quand tu dis que t'es bienveillant et que tu l'es pas forcément, donc j'ai pas forcément tendance à dire que je suis bienveillante, mais juste les gens autour de moi me font sentir que je le suis. Et je dirais, en termes de relations humaines, une de mes valeurs, c'est vraiment la communication. Genre la vraie communication, parce que c'est un truc qui est vachement oublié entre les humains, et du coup, c'est souvent compliqué quand on n'en a pas. Et puis après, bon, ça c'est les valeurs, on va dire, générales, mais si je parle de valeurs dans le TDS, dans le travail en général, évidemment, il y a tout ce qui va être les notions de consentement, les notions de plaisir, évidemment représenter toutes les sexualités, un maximum de corps différents. Voilà, ça c'est des valeurs qui me tiennent à cœur.
Quand on parle de misandrie dans notre société, il y a beaucoup de gens qui sont soit choqués par le mot, ou alors qui connaissent tout simplement pas le terme. D'après toi, pourquoi c'est un mot aussi méconnu? Pour moi, la misandrie, c'est méconnu parce que les gens ont forcément tendance à le mettre en miroir face à la misogynie. C'est-à-dire que moi, je m'appelle la misandrie, Lexi la misandrie. Enfin voilà, c'est mon nom de drague, c'est aussi mon nom sur TikTok. Donc forcément, quand les gens y voient ce nom-là, j'ai souvent des Gérard 60 ans qui me disent « Ah bah moi, je vais m'appeler Jean-Claude Misogynie ». Et ils ont vraiment l'impression en fait que si l'un existe, il doit forcément exister en face de l'autre et qu'ils ont forcément la même définition, mais à l'inverse. Alors que la misandrie, ce n'est pas discriminer les hommes, en fait. C'est juste une réponse au patriarcat ambiant. Et c'est une réponse, certes, qui peut être perçue comme extrême ou violente, mais ça reste une réponse à quelque chose de type discriminatoire qui existe déjà. Donc ce n'est pas une discrimination à l'égard des hommes. Est-ce que selon toi, la misandrie, ça pourrait être une arme légitime de défiance ou de défense à avoir pour en fait une nouvelle génération de féministes? Alors pour moi, oui, c'est légitime parce que effectivement, on a essayé de répondre au patriarcat, je pense, dans la douceur, la gentillesse et l'amour, et on a reçu que de la violence en retour. Donc c'est normal en fait de se défendre à armes égales, c'est-à-dire que les hommes sont violents envers nous, les hommes nous traitent mal, donc peut-être que pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas mal nous traiter, on est obligé de les traiter comme ils nous traitent en fait. Et c'est dommage d'en arriver là, et ça peut être malheureux pour certaines personnes qui vont se dire « Non, mais moi, mon mari, il est gentil, il m'a jamais rien fait. » Mais en fait, Josiane, ton mari, il a beau être gentil, ça reste un homme, et ça reste une personne qui a été éduquée dans la misogynie la plus profonde. Donc, malheureusement, on ne peut pas se permettre de dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Ils ont des comportements systémiques, et ils ont malheureusement des techniques de manipulation, en fait, qu'ils utilisent littéralement tout le temps avec les femmes. Donc, c'est une arme qui est très légitime, et qui peut-être s'adresse à une nouvelle génération de personnes qui aimeraient bien arrêter le patriarcat. Et moi, je sais qu'on me dit souvent que je suis très extrême parce que je suis misandre, etc. Avant, les féministes, elles posaient des bombes, elles faisaient des attentats, d'accord? Moi, je parle de misandrie sur Internet, je pense que c'est pas très extrême. Tu disais justement qu'il y avait une forme de violence par le patriarcat sur les femmes. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, ce sont des attaques sexistes qui restent impunies ou il y a quand même une forme de justice sociale qui s'applique en ce moment sur ces violences sexistes, ces attaques sexistes? Il commence à y avoir de la justice qui se met en place, etc. Mais les choses, elles bougent très très lentement par rapport aux besoins qu'il y a réellement. C'est-à-dire que on le sait, hein, malheureusement, quand une femme dépose plainte pour quelque chose de sexiste, que ce soit une VSS ou non, dans tous les cas, il y a toujours ce petit truc de mais comment vous étiez habillé, mais qu'est-ce que vous avez répondu, mais qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. En fait, dès que c'est une personne qui n'est pas un homme cis hétéro qui parle, on a tendance à invisibiliser sa parole. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a besoin effectivement de plus de justice, ça c'est certain. Et oui, il y a beaucoup d'attaques sexistes qui restent impunies, notamment, j'aurais tendance à dire, en ligne. Enfin, malheureusement, on peut pas porter plainte pour tous les commentaires sexistes qu'on reçoit en ligne. Mais si on devait le faire, je pense que ce serait même pas pris en compte, en fait, parce que on se prendrait de la violence policière aussi, qui nous dirait « Oh non, mais c'est bon, madame, vous avez dit ceci, cela sur Internet, faut assumer, quoi. » Dans ton quotidien, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a eu à un moment donné de la peur? Et est-ce que la misandrie, ça n'a pas été justement une façon de transformer cette peur en rage et en colère? Je pense qu'il y a eu de la peur. Alors, de toute façon, quand tu es quelqu'un qui subit du sexisme, t'as forcément de la peur quelque part. Personnellement, je sais que même si j'ai pas peur des hommes en soi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'avais peur d'un homme en particulier parce que j'étais en danger par rapport à cet homme-là. Maintenant, est-ce que c'est une peur qui s'est transformée en rage ou est-ce que c'est plutôt une inaction qui s'est transformée en rage? Moi, j'ai l'impression en fait que quand j'étais en couple hétéro et que j'avais vraiment moins d'accès aux connaissances et au sujet du sexisme et à ce que ça pouvait vraiment représenter en fait au quotidien, j'avais vraiment l'impression que voilà, et oui, il y avait du sexisme, mais bon, voilà, c'était pas très très grave. C'était une des injustices de plus et puis c'est tout, quoi. Et en fait, plus je commençais à me renseigner sur le sujet,
plus je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et plus je retrouvais ces mêmes comportements, ces mêmes techniques de manipulation, ces mêmes paroles en fait de chaque mec que je croisais, et j'étais en mode mais c'est pas possible en fait. Enfin, à un moment donné, on peut pas juste laisser ça comme ça. Et je pense que ouais, effectivement, même aujourd'hui, même avec le temps qui passe, je suis trop en colère pour laisser passer en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça pose la question en fait de savoir comment on peut passer outre cette angoisse, tu vois, comment essayer en tout cas de la limiter l'impact de cette angoisse sur nos vies. Est-ce que toi t'as des tips, t'as des manières de faire qui te permettent de plus justement être dans cette idée que la misogynie va avoir un impact sur ta vie? Alors la misogynie a et aura malheureusement un impact sur ma vie, ça c'est indéniable, parce qu'on est dans un monde où y a 50% de la population qui sont des hommes cis hétéros, mais personnellement, mes tips en général, alors après c'est des tips à pas utiliser n'importe comment, c'est-à-dire que ne vous mettez pas en danger pour utiliser ce qu'une personne vous a conseillé. Moi j'ai tendance à dire que je suis toujours en train de me dire oui je devrais faire ceci cela dans telle situation je devrais réagir comme ça, mais en fait on sait très bien que s'il y a un mec de 2 mètres qui nous fait peur à 23h le soir dans une ruelle sombre, on va pas forcément ouvrir notre bouche et on va pas forcément appliquer les tips parce que on sera peut-être paralysé par la peur et il faut pas qu'on s'en veuille si ça arrive quoi. Enfin vraiment mettez-vous pas en danger juste par fierté ou parce que vous détestez les hommes. Mais après, voilà, si on est dans une situation où il n'y a pas de danger de mort, entre guillemets, et que vous vous sentez capable, en fait, de faire face, juste montrez-leur que vous n'avez pas peur d'eux. Montrez-leur qu'ils n'ont aucune importance, en fait, pour vous. Et oui, des fois, ça peut avoir des conséquences. Moi, je sais que je me suis déjà fait cracher dessus parce que j'ai répondu à un gars. Parce que le gars était beaucoup trop à l'aise et qu'il aborde moi et mon meilleur ami dans la rue en nous disant « Ah, vous êtes lesbienne, machin, machin ». Et on lui dit qu'on n'est pas intéressé, et en fait j'ai fini par lui répondre et par lui parler. Alors ça c'est un truc qu'ils aiment pas, vous leur parlez de leurs parents, de son papa, de sa maman, ce que vous avez fait avec son papa, avec sa maman. Alors ça ils détestent. Ça ils pètent des plombs en général. Il y a ça, et aussi peut avoir plus de répondants qu'eux. Mais ça s'apprend aussi. Est-ce que être misandre, s'affranchir d'une société hétéronormée, c'est compliqué? Évidemment que c'est compliqué parce que tu vas avoir le regard peut-être de tes amis hommes, ou si tu en as. Moi, personne j'en ai quasiment pas, mais voilà, il y a des personnes qui ont aussi un entourage qui peut être soit hétéro, soit cis, soit les deux. C'est vrai que si t'as des amis qui sont des hommes, si t'as potentiellement, je sais pas, rien que ton père, ou si t'as un frère, ou des choses comme ça. Enfin, dans tous les cas, c'est des hommes, donc ils sont forcément concernés par la misandrie, autant que ceux qui sont concernés par la misogynie. Mais ils peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent te dire, mais moi je suis ton frère, tu m'aimes bien. Ils peuvent te dire, mais moi je suis ton père, regarde, je t'ai jamais dit quelque chose de sexiste. Et en fait, ça peut être très compliqué parce que ils le prennent de manière générale, très personnellement, quand on parle de misandrie, quand on parle de tout ça. Alors qu'en fait, justement, quand on dit que tous les hommes, quand on dit all men, c'est plutôt dans une volonté systémique, c'est plutôt dans le comportement systémique des hommes, dans le groupe social des hommes, dans effectivement les individus qui composent ce groupe social. Mais moi, je suis désolée, quand je dis à un homme que je suis misandre, je vois directement si c'est un red flag ou pas, le mec. C'est-à-dire que s'il me dit « Ah oui, c'est vrai, je comprends la misandrie parce que bon, les hommes, on n'est pas super bienveillants à l'égard des femmes, on fait un peu de la merde, donc oui, c'est vrai qu'être misandre, c'est plutôt bien. » Tandis que si le gars me dit « Ah non, mais je vois pas pourquoi t'es misandre, moi je suis un super gars, je suis super bienveillant. » Bon là, ça me donne un peu envie de partir plus vite que prévu. Ok, donc ça sous-entend que lorsque tu vas avoir une interaction avec un homme cisgenre, ta réaction va dépendre de comment lui il perçoit le mot misandre. Après bon, voilà, je vais pas parler de politique et de misandrie avec mon boulanger ou avec la personne qui me sert au bar, enfin tu vois. J'en parle dans des moments ou dans des lieux où ça me paraît approprié, ou des lieux ou des moments où ça me paraît important et nécessaire en fait. Typiquement, oui, quand je me présente je sais pas, dans un concert de métal, le mec me dit comment tu t'appelles, je vais dire Alexis la misandrie. Et là, je vois direct. Après, Okay. s'ils font pas de remarques et qu'ils gardent ça pour eux, il y a pas de débat. On n'en parle pas, il y a pas de souci.
Mais j'ai vraiment tendance à croire que tout est politique et leur réaction en fait face à nous, nos luttes, elle l'est aussi. Ce serait quoi la réaction idéale pour toi d'une personne à qui tu te présentes en tant que telle? En tant que misandre, Oui. bah il y a deux réactions qui me paraissent ok, on va dire. Il va y avoir, alors là je parle forcément à n'importe quelle personne de n'importe quel genre, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont pas forcément ok avec la misandrie ou qui connaissent pas forcément la misandrie, qui ne sont pas des hommes cis hétéros. Donc effectivement, si la personne je dis que je suis misandre et qu'elle me dit ah ouais trop cool Slay, moi aussi, voilà j'ai compris le cheminement et j'ai la même pensée etc. Bon super. Jusque là il n'y a pas vraiment de discussion à avoir du coup. Mais si c'est une personne soit qui me dit qu'elle ne connaît pas, soit qui me dit qu'elle ne comprend pas, mais que elle ne comprend vraiment pas. C'est pas en mode non mais je comprends pas parce que moi je suis un homme et machin. Non c'est je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Dans ce cas-là, effectivement, je fais beaucoup de pédagogie et j'explique ce que c'est que la misandrie en fait et à quoi ça sert. Et je rappelle que tout le monde n'est pas obligé de l'utiliser. Enfin, chacune milite comme elle le sent. Mais effectivement, oui, ça c'est les deux réponses, on va dire, les plus fréquentes que j'ai. Après, bon, bah, il y a une autre réponse très fréquente, mais qui n'est pas du tout constructive, c'est les hommes qui vont... en face à face, on m'insulte jamais quand je parle de misandrie. On me dit que c'est un peu extrême, ou on me dit que j'abuse, ou on me dit des choses comme ça. Par contre, sur les réseaux, oui, quand je parle de ça, on m'insulte automatiquement. Une des répercussions qu'il y a lorsqu'on se dit misandre, c'est qu'il y a une forme d'harcèlement, du harcèlement, hein, tout simplement, qui va se mettre en place derrière lorsqu'on on dit qu'on est contre un système patriarcal. Ah bah clairement. Et il y a en fait tout ce pack d'hommes incel qui prennent des formations à 6000 balles mais qui sont pas capables de prendre un abonnement OF à 10 euros, qui vont venir dans tes DM pour te dire non mais tu sais en fait t'es misandre parce que t'es trop méchante et aucun homme ne veut de toi et c'est pour ça que tu dis que t'es misandre. En fait c'est parce que les hommes ne veulent pas de toi et c'est pas toi qui veux pas des hommes. En fait ce qu'ils n'ont pas compris c'est que c'est pas les hommes qui veulent pas de moi, c'est moi qui veux pas des hommes. Les hommes, ils veulent de moi. Tous les jours, ils veulent. Tous les jours, je leur dis, je suis lesbienne. Tu ne peux rien faire. Tu n'es pas concernée. Et tous les jours, ils viennent quand même. Donc, en fait, ils veulent. Même des personnes misandres, ils les veulent. Juste, ils n'arrivent pas à comprendre que nous, on ne veut pas d'eux dans nos espaces personnels. Là, tu es en train de nous décrire un petit peu l'impact que, en tout cas, être misandre, ça a sur ton quotidien. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que, selon toi, là, on a parlé de harcèlement, on a parlé de harcèlement en ligne, mais aussi dans la vraie vie, lorsque tu refuses des avances, etc., ou lorsque tu te fais insulter parce que tu dis que tu es misandre. Est-ce que selon toi, les hommes misogynes, ils ont aussi ce relent de violence par les femmes? Est-ce que tu penses que les femmes détestent autant les misogynes et leur font sentir que les misandres? Je pense que les femmes pas misandres, elles détestent pas les hommes au point d'être misandres, du coup, vu qu'elles ne les détestent pas. Mais ça, c'est sûr, les personnes non misandres, enfin, j'ai jamais vu de personnes pas forcément misandres qui me disaient ah j'adore la misogynie, c'est vraiment super comme concept. Enfin, oui, évidemment que je pense qu'elles détestent la misogynie. Mais après, il y a aussi des personnes qui ont foi, je dirais, dans les changements de l'homme, comme quoi il peut évoluer, etc. Et je dis pas que les hommes cis ils peuvent pas évoluer. Et c'est là tout le problème en fait. C'est qu'ils sont capables d'évoluer, ils sont capables de comprendre la misandrie, les enjeux systémiques, les systèmes de discrimination, d'oppression, etc. Ils sont tout à fait capables. Mais ils n'ont pas envie, parce que ça les dessert. Ça dessert en fait tous les privilèges qu'ils ont, ça dessert tous les privilèges sur lesquels ils sont assis actuellement. En fait, s'ils se mettent à militer activement contre la misogynie et contre leurs propres privilèges, ils ont l'impression que la chaise des privilèges va tomber pour eux et qu'ils vont se casser la gueule par terre. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a des hommes misandres? Est-ce qu'il y a une minorité d'hommes misandres? Ça existe, des hommes misandres? Alors, moi, j'aurais tendance à parler d'hommes alliés, parce que je suis convaincue qu'effectivement, il y a des hommes qui sont des alliés. Mais en fait, pour moi, une personne alliée, c'est une personne qui ne vit pas les discriminations d'une communauté ou d'un groupe de personnes, mais qui va tout faire pour aider en fait cette communauté ou ce groupe de personnes à ne plus vivre de discrimination. Donc effectivement, il y a des hommes qui sont alliés du féminisme, qui sont alliés de la misandrie,
Et heureusement, heureusement, parce que pour moi, s'il y avait vraiment 0 homme allié, ce serait encore plus dur à vivre, quoi. Donc oui, il y en a, mais je pense qu'ils sont clairement pas en majorité, parce que les hommes, effectivement, qui revendiquent la misandrie, le fait d'être alliés au féminisme, etc., bah eux, pour le coup, ils mangent une double peine. C'est-à-dire que ils vont d'abord s'afficher, entre guillemets, auprès des autres hommes pour aller contre leurs propres privilèges, et en plus, ils vont avoir tout ce cliché de virilité qui vont se prendre en pleine gueule. Donc on va leur dire non mais toi t'es pas un vrai homme, regarde, tu défends la misandrie, t'es vraiment un fragile, t'es vraiment ceci, cela. Enfin, je sais qu'il y a des hommes qui sont fervents défenseurs du féminisme et qui font ce qu'ils peuvent à leur échelle, mais qui du coup se prennent aussi un retour de bâton de la part des autres hommes. Et c'est là où on voit que la violence en fait elle vient vraiment des hommes, qu'ils soient en train de violenter des hommes ou des femmes, c'est les hommes qui violentent la plupart du temps. Est-ce que selon toi, la misandrie pourrait engendrer une fracture genrée dans la société? Fracture genrée dans le sens où les hommes ne seraient plus qu'avec les hommes et les femmes ne seraient plus qu'avec les femmes. Et en fait, il y aurait une complexité à justement faire de la mixité. Ou est-ce que cette fracture, elle existe déjà? Alors pour moi, cette fracture, elle existe déjà. Et en fait, la misandrie, elle ne fait que renvoyer à la gueule des hommes les discriminations qu'ils nous font subir. Il y a une phrase qui dit la misogynie tue, la misandrie fait pleurer les hommes. Et c'est vrai. C'est-à-dire que la misandrie, elle n'ira jamais empêcher un homme de trouver un travail parce que c'est un homme. Elle n'ira jamais empêcher un homme seul de trouver un appartement parce que c'est un homme seul. Elle n'ira jamais faire en sorte que un homme soit moins payé qu'une femme à poste et à temps de travail égal. Elle n'ira jamais empêcher un homme seul de se balader dans la rue tard le soir. Tout ça, en fait, c'est des choses qui concernent que la misogynie. Et la misandrie, le but, c'est pas de discriminer les hommes pour qu'ils se mettent à avoir l'impression qu'on échange les rôles avec eux, que nous, on devient les misogynes et qu'eux, ils deviennent les misandres, que nous, on devient les hommes et qu'eux, ils deviennent les femmes. C'est pas le but. Le but, c'est juste de les mettre en face de leurs responsabilités, en fait. Vous nous faites subir ça, maintenant, nous, on en a marre de se taire, en fait. Donc, si ça doit créer une fracture genrée, si ça doit faire en sorte que les hommes côtoient moins les femmes, eh ben, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Si vous nous côtoyez pour nous faire du mal et si vous nous côtoyez pour nous faire peur et pour nous violer, arrêtez de nous côtoyer, en fait. Parce qu'on sait très bien que les hommes passent leur temps à dire qu'ils aiment les femmes, mais ils ne les aiment pas vraiment. Ils passent leur temps à vouloir manipuler les femmes, à vouloir demander du sexe aux femmes, à vouloir utiliser les femmes. Alors quand je dis les femmes, ça comprend toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cis hétéros. Mais ils ne les aiment pas réellement. Donc est-ce que la fracture genrée, elle n'existe pas déjà au final? Est-ce que c'est pas eux qui l'ont créée déjà en imposant des discriminations, des systèmes d'oppression et une certaine hiérarchie? Alors, est-ce que ça sous-entend que dans un monde idéal, il n'y aurait aucune raison de détester les hommes puisqu'il n'y aurait pas besoin de s'en protéger? Est-ce que dans un monde idéal, ce serait ça? Mais dans un monde idéal, il n'y a pas d'hommes cis hétéros, chef. Non. Plus sérieusement, honnêtement, je sais pas. Parce que pour moi, dans un monde idéal, il n'y aurait pas en fait de système hétéronormatif. Donc en fait, il n'y aurait pas forcément ni besoin de détester les hommes, ni besoin de s'en protéger, ni besoin de se sentir obligé de sortir avec eux en fait. C'est-à-dire que dans un monde idéal, bah il y a de la queerness, il y a des personnes LGBTQIA+, il y a des personnes hétéros, et il n'y a pas forcément de hiérarchie entre tout. Et en fait, c'est un peu bisounours, donc ça déconnecte et ça détonne complètement avec ce que j'ai dit avant. Mais dans un monde idéal, pour moi, il n'y a pas de violence systémique en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un système hétéronormé qui va nous obliger à rentrer dans des cases, à se hiérarchiser, à se dire que être queer c'est moins bien que être hétéro. Du coup, la question je la pose de manière un peu plus générale. Donc, dans mon idéal, il n'y a ni besoin de se protéger des hommes, ni besoin d'être obligé en fait de les côtoyer si on n'a pas envie, mais il n'y a pas non plus d'obligation pour les hommes à avoir autant de pression sur le patriarcat qu'ils créent eux-mêmes en fait. Parce que les hommes ils disent tout le temps qu'ils sont eux aussi victimes du patriarcat, et c'est vrai, les hommes sont leurs propres victimes.
C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas viril, un homme gay, un homme qui pour eux ne ressemble pas à un homme viril dans leur définition, il va aussi manger des discriminations dans la gueule de la part des autres hommes. Mais du coup, c'est vous qui créez le patriarcat. Donc c'est vous qui pouvez l'arrêter en fait. Arrêtez de vous plaindre des problèmes que vous créez vous-même. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur une citation d'Alice Coffin. Je sais pas si tu connais. Est-ce que tu peux me redire son livre? Je crois que je connais. Alors, son livre, c'est Le génie lesbien. Oui, je l'ai pas lu encore. Elle est la suivante. L'art est une extension de l'imaginaire masculin. Ils ont déjà infesté mon esprit. Je me préserve en les évitant. Commençons ainsi. Plus tard, ils pourront revenir. Je réagis à cette citation de manière vraiment positive parce que, effectivement, les hommes ont infusé, infesté, infiltré toutes les sphères sociales, culturelles, humaines existantes. Donc, en fait, laissez-nous de la place. Laissez-nous prendre la place qu'on a besoin de prendre, en fait. Parce que si vous prenez toute la place à notre place constamment, et qu'après vous venez vous plaindre qu'on veut pas de vous, c'est littéralement un comportement d'ex-toxique. Sauf que c'est à une échelle d'une population. Arrêtez de vous comporter comme des ex-toxiques, en fait. Si on vous dit qu'on a besoin de place, si on vous dit qu'on a besoin de prendre de la place sans vous, laissez-nous cette place. Alors tout à l'heure, tu en as parlé en tout début d'interview, tu disais que pour toi, ton métier, il était politique, que beaucoup de choses pour toi étaient politiques. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, est-ce que pour toi, l'art est forcément politique, même si j'ai un début de réponse? Pour moi, l'art, je vois l'art de manière générale, soit de manière exutoire, soit de manière politique. Évidemment, les deux peuvent être ensemble. Parce que, effectivement, je me vois pas faire de l'art sans revendiquer quelque chose. Je me vois pas faire de l'art sans me dire qu'il y a un message derrière. Et pour moi, le message, quel qu'il soit, il sera forcément politique, même si on met pas une intention politique dedans. Parce que la politique, ça veut dire la vie de la société. Tu es dans la société. Tu fais partie de cette société, à moins que tu sois un ermite et que tu ne vois personne et que tu ne côtoies aucun être humain. Dans ce cas-là, personne ne verra ton art. Donc, effectivement, quand on fait partie d'une société, quelle qu'elle soit, même si c'est pas celle qui nous plaît et que c'est pas la meilleure société du monde, justement, profitons-en en fait pour faire de l'art. Profitons-en pour créer des choses qui vont donner du sens en fait à nos luttes, à nos revendications et à ce qu'on a envie de voir dans le futur en fait. Alors j'ai appris il y a peu de temps que tu faisais du drag. Oui. Moi j'aimerais savoir en quoi le drag show c'est un outil de militantisme pour toi. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, je faisais pas de drag. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu Drag Race, je connais pas les codes du drag, je connais pas les grandes queens, etc. Juste, un jour, dans ma ville, j'ai vu un show drag, j'ai trouvé ça super bien, mais je trouvais que c'était beaucoup de paillettes, et que c'était trop propre, et que c'était trop clean. Et je me suis dit, on va créer un truc pour venir salir un peu tout ça. Parce que pour moi, le drag, ça a pas besoin d'être propre, ça a pas besoin d'être lisse. Et du coup, effectivement, pour moi, c'est un outil de militantisme parce que déjà, il faut savoir que le drag, c'est politique de manière générale. C'est-à-dire que c'est un art qui a toujours été pris par les personnes queer, pour revendiquer des choses quelles qu'elles soient au niveau politique. Et donc déjà, pour moi, c'est important de respecter, entre guillemets, c'est pas une tradition, mais de respecter un petit peu ça et d'être dans la continuité, en fait, de cette histoire du drag. Et évidemment que c'est un art politique et ça me permet en fait de revendiquer des choses politiques que peut-être je n'aurais pas pu revendiquer si j'étais juste en train de parler avec une personne ou si j'étais juste en train d'échanger sur internet ou si j'étais juste en train de faire un discours en parlant. Il y a des choses qui se comprennent vraiment différemment de par la parole. Et aussi ça permet, je trouve, de casser plein de codes. Typiquement, moi, je fais du drag queer. Donc, ça veut dire que mon drag, il est pas genré. Je suis pas une drag queen, je suis pas un drag king. Je suis un savant mélange des deux. Et typiquement, je montre très souvent mes seins en drag show et je ne les utilise jamais de manière sexuelle parce que je pense que c'est important de montrer des corps avec des seins qui ne sont pas forcément dans un but érotique ou sexuel. C'est un exemple, mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que montrent les drag queens par rapport aux drag kings? Se rajoutent en plus les drag queer. C'est quoi la différence entre ces trois genres? Alors, j'aurais tendance à dire que le drag, c'est d'abord une performance. Donc, de manière très générale et très globale, on va dire,
sans rentrer dans les détails. Une drag queen, c'est une personne qui va performer la féminité. Un drag king, c'est quelqu'un qui va performer plutôt la masculinité. Et les personnes drag queer, on va performer ni l'un ni l'autre, ou les deux, ou aucun. Enfin voilà, c'est un peu, c'est plus à propos d'une performance et de quel genre entre guillemets tu as envie de performer. Maintenant, quel genre toi tu es en dehors de la scène, ça n'a absolument aucune importance. Donc moi, je sais qu'on me dit souvent, ah mais t'es une femme cis. Alors déjà, je suis pas une femme cis, mais bon, voilà. On me dit, ah mais t'es une femme cis, et du coup, pourquoi tu fais du drag? Normalement, c'est que les hommes gays qui font du drag. On me dit souvent que non, mais c'est que les hommes qui font du drag et qui se déguisent en femmes. Alors déjà, ils se déguisent pas, ils performent. Mais ensuite, n'importe qui peut faire du drag en fait, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa personne de manière générale. Enfin, c'est quelque chose qui est réservé à littéralement n'importe quelle personne. En général, c'est des queers, des personnes LGBTQIA+. Mais voilà, les différences, elles sont un petit peu là. Après, on a tout à fait le droit de se réapproprier ces codes-là, évidemment. Oui, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que en fait, c'est un héritage de la lutte queer, le drag. Tout à fait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette idée persistante que ce sont que les personnes de la communauté queer. Et il y a eu, c'est vrai, beaucoup de lumière sur les drag queens. Et là, on voit un peu plus de drag king et de drag queer, mais c'est vrai qu'il y a cet imaginaire qui doit être aussi hétérocentré, je pense, que ce sont forcément des personnes homosexuelles et des hommes qui font du drag, alors que en fait, pas forcément. Pas forcément. Il peut y avoir déjà, il y a des personnes bi, il y a des personnes pan, enfin, il y a pas que des hommes homosexuels. Et aussi, il y a des personnes qui performent même pas des humains. Il y a des drag créatures. Donc, c'est des personnes qui performent une créature quelle qu'elle soit, qui n'est pas forcément humaine. Ça peut être une représentation d'un dieu ou d'une déesse, ça peut être une créature mystique, ça peut être un animal un petit peu qui va venir sur scène, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément de nécessité, on va dire. C'est pas parce que tu es d'un genre, toi, dans ta vie personnelle, que tu dois forcément performer l'autre genre quand tu fais du drag. Il y a des femmes cis, par exemple, qui font du drag queen. Et du coup, est-ce que toi, tu dénonces ou tu valorises des choses dans tes prestations de drag queer? Oui, énormément. Parce que pour moi, en fait, moi, je suis littéralement venue sur scène dans un but politique. J'ai vu qu'il y avait une brèche, j'ai vu qu'il y avait une entrée pour moi, parce que j'adore la scène, j'adore être au centre de l'attention. Enfin voilà, je suis un peu une attention whore, n'est-ce pas? Et du coup, je me suis dit que effectivement, c'était l'occasion d'allier ce que j'ai envie de faire sur scène, ce que j'ai envie de représenter, et en même temps de faire passer des messages forts. Enfin, il faut quand même savoir que la toute première fois que j'ai fait un show drag, c'était une scène ouverte dans ma ville, et en fait, c'était à peu près une semaine après les élections législatives, donc de 2024. Et en fait, j'avais récupéré des affiches où il y avait les personnes du Rassemblement National, donc Marine Le Pen, Jordan Bardella. J'avais récupéré des bulletins de vote du Rassemblement National. Et en fait, j'avais performé sur une chanson qui s'appelle Porcherie des Bévriers Noirs. Et du coup, le refrain, c'est La jeunesse emmerde le Front National. Et donc, j'avais performé sur cette chanson où en fait, j'étais juste arrivée avec un maquillage, mais vraiment sale. C'est-à-dire que j'avais fait un truc vraiment pas propre du tout. Et en fait, j'avais bouffé les affiches, je les avais jetées dans le public, je les avais déchirées, enfin, je m'étais foutue à poil, j'avais fait quelque chose de vraiment énervé, politique et pas forcément travaillé en fait. Et ça, c'est ce que j'aime bien, montrer dans mon drag en fait. Est-ce que c'était dans un espace dédié au drag show, la scène ouverte? Pas forcément, c'était dans un bar. En fait, c'était dans un bar, donc il y avait effectivement cette soirée-là, elle était dédiée au drag show, c'était une soirée scène ouverte drag show, mais c'est pas un endroit qui fait que des drag shows quoi. Ok, du coup, t'avais un public quand même qui était réceptif ou qui savait un petit peu à quoi s'attendre. Ouais, alors je pense qu'ils savaient à quoi s'attendre parce que c'était un drag show, mais je pense que quand ils ont vu quand j'étais sur scène, ils savaient pas à quoi s'attendre parce que après la performance, j'ai parlé avec des gens qui m'ont reconnue et qui m'ont dit oh là là, j'étais dehors en train de fumer une clope et j'ai entendu cette musique et je suis venue direct parce que je me suis dit que ça devait être hyper politisé, hyper engagé ce que tu faisais et tout, et en fait bah forcément ils avaient raison parce que bah du coup j'ai fait la performance que j'ai décrite juste avant.
Mais du coup, oui, effectivement, je pense que les gens ne s'attendaient pas forcément à ça, mais que du coup, ça a été quand même bien pris par le public. Du coup, ça sous-entend que toi, quand tu crées tes shows, il y a toute une scénographie derrière. Comment tu procèdes? Est-ce que tu écris le déroulé de ton show? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement spontané quand tu arrives sur scène? T'as une idée en tête, mais tu laisses la spontanéité faire. Comment tu procèdes quand tu vas faire un drag show? Est-ce qu'on casse le mythe ou pas? Est-ce que tu veux garder cette image clean ou est-ce que tu veux casser le truc? Non, alors tout le monde le sait, vraiment tout le monde qui me connaît dans le drag sait que de 1, je sais pas me maquiller et de 2, je révise jamais. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, après, effectivement, là, je commence à faire des drag shows qui sont un peu plus qualitatifs, on va dire. Bah, forcément, ça fait quasiment 1 an que je pratique, donc à un moment donné, il faut bien s'y mettre. Mais en général, moi, je choisis la musique. Donc moi, je fais du lip sync en général. Donc en gros, je fais comme si c'était moi qui chantais. Et du coup, ça demande un effort d'articulation énorme. Pour moi, d'autant plus parce que personnellement, j'articule pas beaucoup quand je parle. Je parle très vite. Et du coup, quand je dois vraiment faire du lip sync et faire comme si c'était moi qui chantais, je dois vraiment exagérer mes mouvements, exagérer la parole avec ma bouche, etc. Donc ça, effectivement, ça demande de l'entraînement. Donc en général, oui, je choisis la musique. Je choisis l'ambiance que je vais faire. Donc est-ce que j'ai envie d'une ambiance énervée? Est-ce que j'ai envie d'une ambiance un peu pop? Est-ce que j'ai envie d'érotiser un petit peu la chose? Parce que j'aime bien aussi faire de temps en temps des drag shows un petit peu érotisés, mais c'est vraiment pas ce que je propose le plus parce que j'estime que mon image elle est quand même assez érotisée au quotidien avec mon travail. Et du coup après j'essaye de faire quand même quelques reveals. Donc les reveals c'est est-ce que je vais sortir une nouvelle tenue? Est-ce que je vais sortir un drapeau? Est-ce que je vais faire tomber quelque chose d'un verre? Enfin voilà, des choses qui peuvent surprendre le public pendant la performance. Et moi l'idée c'est que j'essaye d'avoir à ma performance un début, une sorte de milieu on va dire. Enfin, en fait j'essaie d'avoir un début, un corps et une fin. C'est-à-dire que je sais pas exactement ce que je vais faire, mais si j'ai le mouvement de début, le mouvement principal on va dire, et la fin, ça m'aide un petit peu à savoir. Et après, on avance Guingamp. Hein. Ok, du coup, ça sous-entend que tu as un cadre général et qu'à l'intérieur de ce cadre, tu improvises, quoi. Un petit peu, ouais. Mais en fait, moi, j'aime bien improviser parce que déjà, on sait jamais comment est le public. C'est-à-dire que des fois, suivant une réaction du public, je vais m'en servir pour rebondir ou pour faire des choses. Et aussi parce que, en fait, je sais pas, m'entraîner devant mon miroir, ça me fait chier. Enfin, je le fais pour le lip sync parce que ça c'est littéralement, enfin, je trouve que c'est obligatoire pour moi parce que sinon, si je fais pas de lip sync, j'ai pas l'impression de dire quelque chose en fait. Mais effectivement, en dehors du lip sync, en général, je prépare ma tenue. Mais je prépare genre ma tenue la veille, quoi. Je suis quelqu'un qui est pas très organisé malheureusement. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Mais ça fait partie de ton personnage aussi. Bah justement, ça fait partie de moi. En fait, c'est ça qui est beau avec le TDAH, c'est que en fait moi j'ai pris la désorganisation et le fait de pas arriver à faire les choses proprement. Bah en fait j'en ai fait ma force, c'est-à-dire que ce soit dans le TDS ou dans le drag, je suis comme je suis. C'est-à-dire que tu viens voir le show, il y aura ça, il y aura pas autre chose. Tu viens voir mon live sur les sites dédiés, il y aura ça, il y aura pas autre chose. C'est pas forcément moi qui vais m'adapter en fait à mon environnement. Du coup, j'essaye de faire en sorte que mon environnement s'adapte à moi. C'est-à-dire que typiquement pour les live shows, je sais que j'ai attiré du coup une certaine forme de public qui va aimer les personnes qui vont qualifier entre guillemets de naturel. Alors ce que les hommes entendent par naturel, c'est une meuf qui se maquille pas trop, qui s'épile pas trop, qui se prend pas la tête avec de la lingerie, etc. Et je me permets quand même de leur rappeler tout le temps que les personnes qui font l'inverse de ça, donc qui se maquillent beaucoup, qui mettent beaucoup de lingerie, qui font peut-être de la chirurgie esthétique, ne sont pas moins naturelles que moi. Mais voilà, j'ai tendance à penser qu'il y a un public pour tout. En fait, les hommes qui viennent sur mes live shows, ils ont bien compris que, alors certes, je suis censée me rendre attrayante pour eux parce que c'est quand même eux qui payent mon loyer à la fin du mois. Je ne vais pas en fait aller au-delà de mes limites, ou je vais pas leur faire croire que je suis hétéro et attirée par eux, juste parce qu'ils en ont envie. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils viennent me voir, je suis une meuf brute de décoffrage,
et que les choses elles se passent de la manière suivante. Tu payes, tout va bien. Tu payes pas et tu critiques et tu veux du gratuit, tu te casses. Y a pas d'entre-deux en fait. Du coup, tu utilises des couteaux sur tes shows, tes shows drag queer. Pas que. Pas que. Tu les utilises en live aussi? Non, malheureusement, parce que les plateformes l'autorisent pas. Alors, tu les utilises dans quel cadre? Alors, moi, je suis un peu, on va dire, dans ma branche domina, je suis beaucoup plus spécialiste dans le knife play et le blood play. Donc, le knife play et le blood play, c'est le fait de jouer avec des couteaux et de jouer avec le sang, donc le sien, du faux ou celui de quelqu'un d'autre, de manière consentie et consensuelle. Et du coup, effectivement, j'aime bien montrer des couteaux sur scène quand je fais les drag shows. Donc, la dernière performance que j'ai fait, enfin, c'est la seule d'ailleurs performance que j'ai fait pour l'instant avec des couteaux en tant que drag. Et en fait, j'essaye d'érotiser un peu le truc du couteau parce qu'il y avait toute une histoire en fait dans la chanson où en fait elle parle de sang, elle parle de choses assez deep. Et je me suis dit que c'était intéressant de montrer un couteau mais de pas montrer de sang, justement pour faire écho à la musique. Donc en fait, je danse avec les couteaux, je les manipule un petit peu. En fait, comme si c'était des extensions de mon bras, quoi. Et dans le BDSM, du coup, je les utilise pour jouer ou pour soumettre des gens. Et c'est plutôt très chouette. Est-ce que ça fait partie d'une branche du BDSM, ce dont tu parles? Oui. Ok. Ça fait partie des jeux BDSM, au même titre que les jeux d'impact, que les jeux de cire, que le foot fétiche, etc. Évidemment que pour moi, c'est un petit peu un outil militant quand même, parce que y a beaucoup d'hommes qui me demandent de les dominer, et du coup, ça sous-entendrait que j'inverse les hiérarchies de pouvoir qui sont en place actuellement dans la société. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont un kink de la zinarchie, qui est que du coup les femmes domineraient le monde et que les hommes seraient à leurs pieds pour toujours. Et donc c'est vrai que moi je cultive beaucoup là cette idée de tu n'es qu'un homme, tu n'es rien et moi je suis tout. Mais effectivement, je pense que déjà le BDSM a une histoire très queer aussi. Comme le drag finalement, c'est-à-dire que le BDSM c'est pas des blancs bourgeois riches hétéros qui ont pratiqué ça, il y a pas que eux qui ont pratiqué ça, je veux dire. Il y a aussi des personnes queer qui ont voulu s'émanciper à un moment donné et qui ont démocratisé certaines pratiques et le BDSM appartient aussi à la communauté queer et du coup c'est important en fait de visibiliser des pratiques et des communautés qui ne sont pas dans les normes de société. Est-ce que tu dirais que le BDSM, ça prône la liberté sexuelle, d'une certaine manière? Alors, je dirais que, effectivement, le BDSM, ça prône la liberté sexuelle, même si le BDSM, ce n'est pas à proprement parler forcément du sexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le BDSM dans un but de plaisir, dans un but de lâcher prise, etc., mais qu'il n'y aura pas forcément d'actes sexuels, il n'y aura pas forcément de la pénétration, de l'orgasme, etc. Des fois, on peut pratiquer juste sans faire de sexe. Donc voilà. C'est juste un petit aparté, mais le BDSM, c'est pas forcément du sexe. Par contre, ça prône la liberté sexuelle dans le sens où, oui, effectivement, ça montre que tu peux faire un petit peu ce que tu veux de ton corps, sortir un peu des cases, un peu des normes. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, le BDSM, ça reste des pratiques qui sont souvent à risque. Et même si on connaît les risques, ça reste des pratiques qui sont pas faites pour tout le monde. Donc si vous n'avez pas envie de tester le BDSM, que ça vous dit rien, ne vous forcez pas à le tester avec qui que ce soit. C'est pas parce que vous n'avez pas une sexualité où il y a du BDSM que votre sexualité elle est nulle et pas libérée. Je trouve que c'est pertinent ce que tu dis parce que quand j'ai été faire mes recherches, moi j'avais pas réellement de base sur d'où venait le BDSM et puis enfin voilà, j'ai des petites idées mais j'avais jamais fait de recherche concrète dessus et c'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles en fait qui déconstruisent un petit peu ce mythe de que généralement ce qu'on nous vend c'est ce truc un peu de il y a un dominé, il y a un dominant et puis en fait le dominé fait ce que le dominant lui demande de faire. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Il y a toute une stratégie en termes de l'espace où tu... Enfin, après, tu en parleras mieux que moi, hein, mais l'espace où tu pratiques le BDSM, les limites, et puis aussi un avant-après, un care aussi, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. L'aftercare, ouais. Voilà, l'aftercare. Donc, je trouve que c'est quand même hyper intéressant que tu précises toutes ces choses parce qu'on a beaucoup de préjugés sur en fait des espaces qu'on ne connaît pas en soi. Moi, je ne connaissais pas du tout cet espace-là, tu vois.
Tout à fait. Et il y a aussi cette notion de... Alors, en général, on parle de sexualité vanille pour une sexualité qui va être tout à fait classique. Enfin, ça, c'est des termes... c'est pas des termes techniques, mais c'est des trucs que moi, j'ai appris. C'est-à-dire que quand on dit vanille épicée, ça va être des pratiques... Enfin, une sexualité dans laquelle il y a des pratiques BDSM, mais voilà, la sexualité, elle a des pratiques BDSM et des pratiques vanille. C'est une sorte de mélange, on va dire. Et après, il y a la sexualité BDSM où là, du coup, on a quasiment pas, voire peu de pratiques vanille. On a quasiment que des pratiques BDSM mêlées au sexe. Mais du coup, je voulais revenir sur le fait que la personne dominée fasse ce que la personne dominante lui dit, etc. Les gens confondent souvent les dominantes et les tops. Et Yel confondent souvent aussi, enfin, les gens confondent souvent aussi les personnes bottom avec les personnes soumises. C'est-à-dire que la personne top et la personne dominante, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que la personne dominante, elle va avoir un certain pouvoir sur la personne soumise que la personne top n'aura pas sur une personne bottom. Ça veut dire que la personne top, globalement, c'est celle qui inflige, entre guillemets, la pratique à l'autre personne. Donc c'est celle qui fait la pratique, qui est en train de, par exemple, je sais pas, qui est en train de mettre un coup de martinet, par exemple. Et la personne bottom, celle qui reçoit la pratique. Donc ça veut dire qu'on peut faire aussi des jeux de top-bottom sans avoir de hiérarchie qui va se mettre en place, sans avoir l'échange de pouvoir. En fait, une personne dominante, c'est pas une personne top, dans le sens où la personne dominante pratique un échange de pouvoir avec la personne soumise. La personne top ne pratique pas forcément d'échange de pouvoir avec la personne bottom. Si on prend ton propre exemple, est-ce que tu as senti une différence sur les deux champs? Parce que tu es passé par les deux champs, hein. Tu es passé par le sexe traditionnel, si je me trompe pas. Ah bah oui, je suis passée par le sexe traditionnel hétéro, par du sexe BDSM en couple polyA, forcément. Forcément, ça a changé des trucs. Est-ce que tu as senti que ça a libéré une forme d'expression personnelle chez toi? Bah en fait, je dirais que ça en a fait mon métier, donc oui, ça a libéré quelque chose, ça c'est sûr. Après, personnellement, je savais depuis plusieurs années que j'étais plus ou moins attirée, notamment par les pratiques sadomasochistes. Ça c'est quelque chose que j'aime. Moi, je préfère les pratiques sadomasochistes aux pratiques entre guillemets dominant-soumis sans qu'il y ait de la douleur en fait. Moi, j'aime bien quand il y a de la douleur consentie au milieu. Et effectivement, je savais que j'étais attirée par ça, mais je savais pas jusqu'à quel point. Et je savais pas non plus trop comment gérer ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je pouvais avoir du plaisir et dans le sexe et dans autre chose, donc personnellement, je prends du plaisir dans la douleur parce que je suis à la fois sadique et maso, donc je prends aussi du plaisir à donner de la douleur à quelqu'un d'autre de manière consentie. Mais du coup, quand j'ai su en fait que je pouvais avoir des plaisirs qui se rapprochaient du plaisir sexuel mais qui n'étaient pas du sexe à proprement parler, ça m'a grave ouvert des champs en fait. Parce que moi, je peux pratiquer du BDSM avec n'importe quelle personne. Pour pratiquer du sexe avec quelqu'un, personnellement, j'ai besoin que la personne, elle m'attire un petit peu. Que je me dise, bon, ouais, la personne, j'ai quand même envie de faire des trucs avec elle. Le BDSM, j'ai pas besoin que la personne m'attire sexuellement. Et du coup, ça permet de créer une intimité qui est complètement différente avec des gens que t'aurais peut-être jamais côtoyé dans une telle intimité parce que t'aurais pas couché avec eux, parce que si vous aviez pas eu ça en commun, peut-être que vous auriez pas forcément parlé. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant en fait parce que c'est une manière d'aborder l'intimité qui est vraiment, pour moi, les séances BDSM, il y a vraiment une connexion qui se crée entre les deux ou plus personnes. C'est vraiment quelque chose que je retrouve pas forcément dans le sexe vanille. Sachant que le sexe n'est pas de l'intimité, pour moi. Quand tu fais du sexe avec quelqu'un, ça peut être intime, tu peux ressentir une connexion profonde, etc. Mais pas forcément. C'est-à-dire que si tu couches avec tes amis, par exemple, moi je couche avec mes amis, bah quand je couche avec mes amis, il n'y a pas forcément d'intimité, juste on prend du bon temps et du plaisir ensemble et c'est grave cool. Et d'autant plus que je trouve que depuis que je suis TDS, c'est compliqué de trouver de l'intimité dans le sexe parce que c'est littéralement mon travail. Donc ça veut dire que je devrais être intime avec tous mes clients et ressentir une connexion profonde avec tous mes clients. C'est évidemment pas le cas. Donc effectivement, le BDSM, ça me permet de trouver aussi une forme d'intimité et une forme de plaisir qui n'est pas du sexe et je trouve ça vraiment chouette. C'est vrai que en fait moi je me reconnais un peu dans les dernières phrases que tu as dites par rapport au fait que lorsqu'on a des relations sexuelles avec nos clients, ce sont pas forcément des relations intimes
Du coup, ça vient vraiment questionner tout ce que c'est l'intimité. Que ce soit en cam ou que ce soit en réel, ça reste une pratique sexuelle et les gens s'attendent à ce qu'on crée une intimité spéciale, etc. On ne la crée pas, on la fait parce que c'est notre travail. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que effectivement, si tu vas voir, j'en sais rien, si tu vas voir une personne professionnelle dans une certaine branche, par exemple, je sais pas, tu vas dans un musée et tu te sens super concerné par le sujet et t'as l'impression que la personne elle t'a super bien expliqué, qu'elle t'a vraiment emmené dans l'histoire du sujet que toi t'aimes bien. Tu vas te dire waouh, mais en fait c'est trop bien, j'ai une connexion de dingue et tout. Oui, mais en fait c'est normal, c'est genre son taf. Enfin, nous c'est pareil. C'est-à-dire que on est là pour vous faire ressentir que on a une connexion avec vous. Ça veut pas dire qu'on vous aime pas, ça veut pas dire qu'on n'apprécie pas les clients, parce qu'il y a quand même des clients qui sont très cool. Moi je sais que j'ai des clients réguliers, enfin c'est mes chouchous, genre limite des fois ils sont en mode ah je suis en fin de mois, je vais pas te prendre de show. Moi je dis non t'inquiète, regarde, je te mets ce prix là, allez hop, c'est bon. Après c'est très rare, hein. Mais ça arrive. Oui, et puis il y a un contexte aussi derrière. Évidemment. Voilà, en fait, parce que là, on parle entre nous et on comprend de quoi on parle, mais si d'autres personnes nous entendent et qui sont pas de ce milieu-là, en fait, il y a un contexte. On fait pas des prix comme ça. Peut-être que toi, t'en parleras, etc. Moi, je sais que ça m'arrive aussi. Alors, moi, je fais pas de prix. Ça peut m'arriver de offrir des flashs d'une partie de mon corps, etc. Parce qu'effectivement, c'est une personne qui vient régulièrement, elle a déjà beaucoup donné et que elle est pas dans l'attente. Voilà. C'est ça, moi, c'est quelque chose. ça. Voilà, c'est quelque chose que je fais. La personne vient sur mon live, je la vois, je lui dis bonjour et j'ai voulu lui faire plaisir. Je savais que ça allait lui faire plaisir, mais il faut pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'oublie pas que derrière, c'est quand même un geste commercial. C'est exactement ça. Alors pour moi, c'est difficile de trouver le curseur des fois quand on est TDS entre savoir être commercial, donc on sait tous que le commerce ça passe par. Enfin, je suis désolée, mais quand tu veux acheter, je sais pas, tu veux acheter une télé de ouf et que elle passe en promo que pendant 24 heures, tu te poses vraiment la question de si tu vas mettre les 300 balles parce que oh là là, c'est que 24 heures et du coup psychologiquement tu te dis qu'il faut que tu aies acheté ce produit. Bah, en fait, il faut qu'on joue avec ça quand on est TDS parce que ça fait partie de la fibre commerciale. Mais il faut pas non plus qu'on donne gratuitement ce qu'ils veulent à des hommes qui ne veulent pas payer. Ça, dans aucun monde. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que même pour mes habitués, des fois, j'ai des habitués qui me disent « Ah, est-ce que tu peux me faire une réduction ?» Bah du coup, t'as ouvert ta gueule, donc t'auras rien du tout. Par contre, effectivement, quand c'est un habitué ou même un client qui a bien dépensé, que c'est moi qui décide de lui dire ok là j'ai envie de t'offrir une vidéo, j'ai envie de te faire une réduction, j'ai envie de t'offrir un abonnement quelconque ou de t'offrir un flash ou de faire quelque chose, c'est parce que moi je le décide, que je sais que ça va lui faire plaisir, mais aussi il y a évidemment qu'il y a une stratégie commerciale, c'est normal, c'est littéralement notre travail. Donc il y a à la fois la stratégie commerciale, la volonté de faire plaisir aux clients, mais parce que nous ça nous fait plaisir et que c'est un client qu'on aime bien. Ça veut dire que c'est pas parce que vous entendez ce podcast qu'il faut venir me dire ah ouais mais du coup moi si je paye bien tu vas me faire des réductions. Non, déjà fais tes preuves, après on verra. C'est toujours pas le marché de Rungis ici. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ton expérience sur la cam avant qu'on passe à la dernière partie? Bah globalement, j'avoue que moi le format cam c'est quelque chose que j'avais testé parce que je pensais que voilà, je me suis dit il y a plein de gens qui sont sur StreetChat, autant y aller. Et en fait c'est vraiment un format qui me plaît parce que moi je sais que mon atout, que ce soit au niveau commercial, au niveau humain, ou juste dans la pratique et la capacité de faire, je sais que mon atout, il est dans le contact direct avec les personnes. Je sais que j'aime bien échanger, j'adore le contact avec les gens. J'ai toujours eu des métiers où il fallait parler à des gens, où il fallait expliquer des trucs. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai été et surveillante et guide touristique avant, et aussi vendeuse. Et donc du coup, j'aime bien ce côté-là. Et en fait, ce que j'adore avec la cam, c'est qu'on sait jamais comment ça va se passer. C'est-à-dire que t'allumes ta cam, et tu sais pas si ça va être l'humiliation publique, ou si ça va être le meilleur show de ta vie. C'est un peu un pari risqué de le faire tous les jours, mais franchement, j'aime bien. Ça me fait plaisir de ouf, et je pense que c'est un domaine du TDS dans lequel j'ai envie d'évoluer, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Tu disais que tu te voyais évoluer dans ce milieu de la cam, et que ça fait depuis 1 an que tu en vis. Je retrace un petit peu tout ce que tu as dit depuis le départ. Tu arrives à visualiser comment tu vas évoluer dans ce métier. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une fin à ce métier pour telle ou telle raison? Alors moi déjà, je pars du principe que l'âge ne sera pas un problème. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être une mamie ornie
d'être une horny bitch à 80 balais et que je ferais encore mes lives à 80 balais, bah je ferais encore mes lives à 80 balais si j'ai envie de le faire. Effectivement, moi je suis un peu une touche à tout, donc j'aime bien faire plein de trucs différents. Donc la seule manière qui pourrait faire que j'arrête la cam, c'est que je me lasse trop et que je finisse par faire autre chose, mais que je reste peut-être dans le milieu du TDS. Mais j'avoue que je vois pas vraiment où je pourrais me lasser avec la cam parce que c'est quelque chose de différent tous les jours. Les interactions sont différentes tous les jours. Et du coup, il n'y a pas vraiment de routine et c'est aussi pour ça que j'aime bien. Donc en vrai, je me vois évoluer dans le milieu de la cam, mais je me vois aussi évoluer potentiellement derrière la caméra pour filmer des prods. Je me vois potentiellement aussi... moi, j'aime bien parler, donc... donc je me dis que... pourquoi pas monter un podcast un jour, faire des interviews. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de continuer à être dans ce milieu-là du TDS, mais juste de pas faire que ça parce que je ne suis pas que ça et que dans tous les cas, je n'ai jamais fait que ça. Je te propose de passer à la dernière partie qui s'appelle l'instant photo. Donc c'est une partie où je vais te montrer des photos. L'idée, c'est que tu réagisses à chaud dessus avec un mot, une phrase, ou si jamais la photo ne t'inspire pas, eh bien, tu ne dis rien. Voilà. Tu me dis, j'ai rien à dire. La première photo, c'est celle-ci. Je crois que c'est Piche. En vrai, là, si je reconnais pas la bonne drag queen, je vais me faire humilier publiquement. Mais je crois que c'est Piche. Et Piche, très smash. Non, mais c'est une drag queen incroyable. Ok. La suivante, c'est celle-là. Je sais pas si je vais bien décrire, mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui ont l'air d'être des personnes queer, qui ont l'air de pratiquer du shibari. Et en fait, c'est une sorte de BD, et la personne qui est en train d'attacher l'autre, elle dit sur l'île du paradis, quand nous jouons à des jeux de restriction, ça c'est le moyen le plus sûr d'attacher les bras d'une fille. Et en fait, elle est en train de faire un TK à Shibari. C'est Wonder Woman. C'est Wonder Woman? Mais j'avais l'impression que c'était une super héroïne, mais je sais pas, genre ça m'a perturbé le fait qu'elle ait la petite couronne et tout. Je savais pas si du coup c'était une super héroïne ou pas. C'est hilarant. C'est très drôle. Enfin, je trouve ça très fun et je connaissais pas du tout cette image. Allez, il nous en reste encore 3 et on est bon. Oh mon dieu! Qui meurt? Vraiment, Dorian Gray. Je te hais. Franchement, ce mec, il a littéralement amené tous les hommes cis-het pas safe dans le milieu du BDSM en disant « Regardez, vous dominez votre femme. Frère, tu domines déjà ta femme tous les jours dans tous les espaces de sa vie. Laisse-la au moins tranquille au lit, je sais pas. » Allez, celle-là. Oh, mon amour. Ma bestie de la vie. C'est Colmy Louve. Je l'aime. Je l'aime tellement de fou. Genre... Elle est incroyable. Franchement, c'est une source d'inspiration de ouf, Colmy Louve. Genre, les gens ne savent pas. Mais avant d'être TDS, je suivais Colmy Louve. Et c'est en partie grâce à son contenu que je me suis autant renseignée sur le militantisme, sur le TDS, sur plein de choses. Et c'est grâce à elle que j'ai déconstruit quand même pas mal de choses. Parce que quand je suivais son compte, au tout début, j'étais encore en couple hétéro. Donc ouais, elle est passée de source d'inspiration à bestie de la vie. Et je ne regrette absolument rien. Louve, je t'aime! Et on passe à la dernière. Celle-là. C'est quoi ça se mange? Il y a écrit dignité. Je sais pas, moi je connais pas. Apparemment, d'après les hommes, j'en ai pas, du coup, je sais pas ce que c'est. Eh ben, c'est un bon mot de la fin, je trouve.